Bonjour à tous et bienvenue dans ce décryptage de l'Eurocode 2. Aujourd'hui, on s'attaque à un truc absolument fascinant, la physique invisible qui empêche nos immenses structures en béton de s'écrouler. On va plonger directement dans le chapitre 2 des normes et plus précisément, on va décortiquer les phénomènes d'instabilité de forme et de flambement. C'est vraiment le cœur des forces, souvent insoupçonnées, qui régissent absolument tout ce qui est construit autour de nous. Regardez un peu ces piliers monumentaux en pleine nuit. Bon, c'est super facile de se dire que leur simple masse suffit à garantir leur solidité, n'est-ce pas? Eh bien, pas du tout. Derrière cette impression de force brute, il y a des mathématiques d'une précision chirurgicale. Ce qu'on va voir aujourd'hui, ce sont littéralement les seuls garde-fous qui empêchent ces monstres de béton de s'effondrer d'un coup. C'est un véritable combat de tous les instants entre la géométrie, les matériaux et bien sûr la gravité. Au programme, pour structurer tout ça, on commence par définir l'instabilité et le flambement, on enchaîne avec la fameuse force critique de l'air, puis on verra comment calculer les lancements, comprendre les équilibres stables et instables, pour finir sur la méthode de la rigidité. Alors, première étape, l'instabilité et le flambement. C'est vraiment le phénomène que les ingénieurs redoutent par-dessus tout. En fait, le flambement, c'est quoi? Ce n'est pas juste un matériau qui finit par s'écraser parce qu'il porte un poids trop lourd. Non, c'est beaucoup plus vicieux, c'est une vulnérabilité géométrique. Prenons une bête règle en plastique. Si on appuie fortement sur les deux bouts, bien avant de casser, elle va soudainement plier sur le côté. Eh bien, le flambement, c'est exactement ça, mais à l'échelle d'un bâtiment. Une structure qui semblait parfaitement stable se déforme brusquement sur le côté, sous une force de compression axiale. Et c'est justement cette soudaineté qui rend la chose si dramatique. Ce qui nous amène logiquement à notre deuxième point, la fameuse force critique de l'air. Il y a une élégance presque incroyable dans cette petite équation. Développée par Leonhard Euler, cette formule définit très exactement le point de rupture, ce qu'on appelle la charge critique. En gros, c'est l'instant T, la fraction de seconde précise, où la structure abandonne son état bien droit pour commencer à plier de manière incontrôlable. Si on regarde ça de plus près, on a grand F, la force de compression qui écrase vers le bas. Et face à elle, on a l'équipe de défense, EI, qui représente la rigidité inhérente du matériau et de la forme de la poutre, et L0, la longueur de flambement. C'est un bras de fer monumental. La rigidité se bat littéralement contre la force d'écrasement. Et le truc crucial ici, c'est que plus la colonne est longue, plus le dénominateur explose, et donc la force nécessaire pour faire flamber la colonne chute de manière très brutale. Tout ça illustre parfaitement la notion d'état d'équilibre. En fait, une colonne peut être parfaitement droite et stable, mais, et c'est là que ça devient intéressant, sous une certaine charge, elle peut aussi trouver un nouvel équilibre tout en étant légèrement courbée, et rester complètement stable sans s'effondrer. Tout le job de l'Eurocode 2, c'est de permettre de calculer le millimètre exact où cette courbure, disons tolérable, bascule dans l'instabilité totale. Pas le droit à l'erreur. Passons au troisième concept clé, le calcul de l'élancement. Parce que oui, la vulnérabilité d'un bâtiment dépend énormément de ses proportions. C'est là qu'intervient l'élancement. La formule est super simple en apparence. On prend la longueur de flambement L0 et on la divise par ce qu'on appelle le rayon de gyration petit i. En clair, ça veut dire que plus un poteau est grand et fin, plus son élancement grimpe. Et dans les évaluations de l'Eurocode 2, un élancement élevé s'allume direct tous les voyants rouges du risque d'instabilité. Du coup, comment on trouve ce fameux rayon de gyration, le petit i? Eh bien, on le déduit du moment d'inertie de la section en béton qu'on divise par l'aire totale de cette même section. C'est magnifique parce que c'est là que la géométrie pure rejoint le béton armé sur le terrain. Le moment d'inertie mesure comment la matière est répartie autour du centre du poteau. Concrètement, plus on met de matière loin du centre, plus le poteau résiste à la flexion et donc résiste au flambement. Ce qui nous plonge dans la quatrième partie de notre explication, l'équilibre stable et instable. Ce petit diagramme des équilibres internes est génial pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur même de la matière. Bien avant qu'on ne voie la moindre micro-fissure de l'extérieur, la section transversale subit déjà des contraintes folles. Les lignes nous montrent les variations des déformations relatives. D'un côté ça compresse, de l'autre ça tire. La structure est littéralement en train de lutter en silence. Elle réorganise ses forces de l'intérieur pour essayer de tenir bon. Et si on dézoome un peu, on obtient ce graphique qui est vraiment la pièce maîtresse du puzzle. Il lie l'effort normal à la courbure. Il y a un fameux seuil critique tout en haut, le NU. C'est la charge critique ultime. Tant qu'on reste sous cette courbe, la structure gère. Elle trouve son chemin d'équilibre. Mais attention, si on dépasse ce point, ou si l'effort demandé est trop grand pour la capacité du poteau à encaisser sa propre courbure, on bascule sur la droite du graphique. Et là, c'est fini, c'est la chute libre. L'objectif absolu, c'est donc de garantir un équilibre stable. Et l'idée derrière ça est brillante. Dans une situation stable, si une petite déformation apparaît, le poteau va générer de lui-même des forces de réaction internes qui augmentent beaucoup plus vite que la déformation. En gros, c'est comme si la structure se tirait elle-même par les bretelles pour revenir en sécurité.
Un pilier bien conçu selon l'Eurocode 2 résiste littéralement et activement à sa propre destruction. Et on termine avec notre 5e et dernière partie, la méthode de la rigidité. Pour utiliser cette méthode, on rassemble tous nos outils. On retrouve la force critique de l'air, le FC, qu'on va maintenant associer au moment du premier ordre, M0, et à l'effort normal appliqué, grand F. C'est vraiment la synthèse parfaite entre la théorie pure de notre ami Euler et la dure réalité des forces qui écrasent le béton au quotidien sur les chantiers. Et voilà comment la magie opère dans les textes de l'Eurocode 2. Cette formule, elle sert à calculer l'amplification des moments, ce qu'on appelle les fameux effets du second ordre. Pourquoi second ordre? Parce que quand le poteau commence à se courber, la force verticale qui appuie dessus n'est plus du tout alignée avec l'axe central. Du coup, ça crée un bras de levier en plus, un nouveau moment fléchissant qui vient s'ajouter au premier et qui aggrave gravement la courbure. Cette équation permet d'anticiper exactement comment de minuscules déviations de départ vont finir par démultiplier la pression sur l'ensemble de la structure. Mais concrètement, sur une feuille blanche, on fait comment? L'Eurocode 2 donne une marche à suivre hyper stricte. Étape 1, on fixe ou on estime la quantité d'acier, les armatures, parce que le béton tout seul, incapable de résister à l'étirement de la courbure, va juste craquer. Étape 2, on calcule rigoureusement l'élancement du poteau, avec les formules géométriques qu'on a vues, et ensuite on déroule cette fameuse méthode de la rigidité pour vérifier, noir sur blanc, que le moment amplifié final ne dépasse en aucun cas les capacités de résistance combinées de notre acier et de notre béton. Tout ça nous amène à une conclusion assez vertigineuse. Quand on réalise que l'Eurocode 2 exige carrément d'intégrer des défauts de rectitude initiaux dans les calculs, on comprend qu'absolument rien n'est parfaitement droit dans le monde réel. Une déviation d'un tout petit millimètre à la base d'un pilier géant, amplifié par des milliers de tonnes et ses fameux effets du second ordre, ça peut suffire à déclencher le flambement. C'est fou, non? De se dire à quel point de minuscules imperfections microscopiques peuvent dicter la survie de nos constructions les plus gigantesques. C'est toute la magie et la difficulté redoutable de l'ingénierie structurelle. Merci d'avoir suivi cette exploration, en espérant que cela changera définitivement la façon dont on regarde les géants de béton qui nous entourent.